Tu ne diriges pas avec ta stratégie, tu diriges avec ton état intérieur. On te dit que le leadership, c'est une question de vision, de stratégie, de charisme, mais personne ne te dit que c'est d'abord une question de système nerveux. Les meilleurs leaders que tu as croisés dans ta vie, ceux qui gardent leur calme quand tout s'effondre, qui prennent les bonnes décisions sous pression, qui font que les gens veulent les suivre sans qu'ils aient besoin de forcer, ces gens-là ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne sont pas plus courageux, ils ont juste appris à réguler quelque chose que la majeure partie des gens ne contrôlent jamais, leur système nerveux. Et le paradoxe est celui-ci. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, les meilleures intentions, les meilleures valeurs. Si ton système nerveux est en mode survie, tu vas prendre de mauvaises décisions et créer de la peur autour de toi sans même t'en rendre compte. Entre le stimulus et la réponse, il y a cet espace. Et dans cet espace réside ton pouvoir. Cet espace, c'est exactement ton système nerveux régulé. Sans lui, tu es en réaction automatique, pilotage par la peur, leadership de survie. Avec lui, choix conscient, belle présence, leadership de puissance. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses. Pourquoi ton cerveau primitif prend le contrôle dans les moments où tu as le plus besoin de clarté et comment ça détruit ton leadership sans que tu ne le vois. Le mécanisme neurobiologique exact qui sépare un leader qui inspire d'un leader qui génère de la peur. Et pourquoi la plupart des dirigeants ne savent pas dans quelle catégorie ils se trouvent réellement. Et enfin, les principes concrets pour réguler ton système nerveux et incarner un leadership qui vient de la puissance et non de la peur. Ce que je vais te partager est ancré dans les neurosciences, dans des mécanismes biologiques documentés, et une fois que tu vas les comprendre, tu ne pourras plus jamais diriger de la même façon. Imagine une voiture puissante. Le moteur, c'est ton énergie vitale, ta capacité d'action. Le volant, c'est ton cortex préfrontal, ta pensée rationnelle, ta vision, ta capacité à anticiper, planifier, te connecter vraiment aux autres. Et dans cette voiture, il y a un deuxième conducteur, un conducteur primitif, installé depuis la nuit des temps, dont le seul travail est de te maintenir en vie. Pas de te rendre heureux, pas de te faire réussir, juste de te maintenir en vie. Quand il décide que tu es en danger, et sa définition du danger est très large, il coupe le volant et prend le contrôle. Et toi, tu crois que c'est toi qui conduis, mais c'est lui. Réaction automatique, surcontrôle, fatigue chronique, impression que c'est le job, mais ce n'est pas le job. C'est ton deuxième conducteur qui pilote à ta place. Le cerveau a 3 niveaux. Le cerveau reptilien qui gère la survie immédiate, attaque, fuite, figement, il ne pense pas, il réagit en millième de seconde. Le cerveau limbique qui lui traite les émotions, les relations et les souvenirs affectifs, c'est là que se trouve l'amygdale, cette alarme incendie qui déclenche une réponse de stress massive dès qu'elle détecte une menace réelle ou perçue. Et le cortex préfrontal, la partie la plus humaine, siège de la pensée complexe, de l'empathie, de la planification à long terme et du jugement moral. Voici ce que les neurosciences ont prouvé. Sous stress, le flux sanguin quitte le cortex préfrontal pour alimenter le cerveau reptilien et limbique. La réponse du système nerveux autonome au stress diminue activement les capacités cognitives de haut niveau, alors qu'un état de cohérence cardiaque améliore de façon mesurable la clarté mentale, la prise de décision et la capacité à influencer positivement les autres. Le cœur en cohérence émet un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que le cerveau. Il se synchronise avec les personnes autour de toi et à plusieurs mètres de distance. Ce que tu émets quand tu entres dans une pièce, peur ou puissance, se transmet naturellement à ton équipe avant même que tu aies dit un mot. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à les surfer, a écrit Jon Kabat-Zinn. Voici ce que personne ne vous dit dans les formations en leadership. La majeure partie des dirigeants qui ont des comportements toxiques, surcontrôlants, microgestion, colère, froideur, incapacité à déléguer, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ils ont un système nerveux non régulé qui réagit à des menaces que personne d'autre ne voit. Et le problème se propage. Les travaux d'Hatfield, Cacioppo et Rapson sur la contagion émotionnelle ont montré que les émotions d'un leader
se transmettent à toute son équipe en quelques secondes par les neurones miroirs. Un dirigeant en mode survie crée une équipe en mode survie. Créativité nulle, prise d'initiative nulle, loyauté de surface, résultats médiocres, et tout le monde croit que c'est un problème de motivation. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de système nerveux qui se propage. Quand tu entres dans une réunion difficile, dans une conversation de feedback, dans un moment de crise, quel conducteur est au volant? Si tu as un blocage, que tu dois faire des efforts constants pour rester stable, c'est que tu n'es certainement pas aligné avec ce que tu devrais vivre. On devrait peut-être travailler ensemble. Je publie des vidéos toutes les semaines qui peuvent peut-être t'aider. Alors abonne-toi pour être tenu au courant. Si tout ce que je viens de décrire fait sens pour toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas encore changé? Rester en mode survie a des bénéfices secondaires que ton cerveau a appris à valoriser. Le surcontrôle donne l'illusion de la maîtrise. La réactivité donne l'illusion de l'engagement. La fatigue chronique donne l'illusion du sacrifice. Et le sacrifice, ça mérite du respect. Les études sur les croyances autoréalisatrices montrent que nos attentes sur nous-mêmes génèrent des comportements qui les confirment. Si tu crois profondément que le leadership c'est dur et ça coûte, ton cerveau va s'organiser pour te donner raison. Et les loyautés familiales invisibles montrent que beaucoup de patterns de surengagement et d'hypervigilance dans le leadership viennent de schémas appris dans l'enfance où la vigilance était une stratégie de survie réelle. Ce n'est pas un défaut, c'est une adaptation qui a peut-être sauvé l'enfant que tu étais, mais qui a détruit le leader que tu pourrais être. Il y a donc deux types de leaders, le leader en mode survie et le leader en mode puissance. L'un réagit déclenché par les événements, l'autre répond et laisse un espace avant d'agir. L'un confond intensité et efficacité, l'autre distingue urgence réelle et alarme primitive. L'un, son équipe marche sur des œufs, l'autre, son équipe prend des initiatives. La différence entre ces deux leaders, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'expérience forcément, c'est la capacité à habiter l'espace entre le stimulus et la réponse. Ce n'est pas inné, ça s'entraîne. Qu'est-ce qui manque à ce stade de ton histoire pour diriger depuis un espace intérieur stable plutôt que depuis la peur ou la survie? La première compétence du leadership nerveux, c'est la reconnaissance. Pas la suppression, pas le contrôle, ni la reconnaissance. Ton corps te dit toujours en premier dans quel état tu es. Tension dans la poitrine, mâchoire serrée, respiration courte, épaules remontées, ce sont des signaux que ton amygdale a pris le volant. Le seul fait de nommer cet état, je suis en réaction en ce moment, réactive partiellement le cortex préfrontal. Nommer une émotion réduit déjà l'activité de l'amygdale de façon importante. Nommer, c'est déjà réguler. Quand tu es en mode survie, essayer de te raisonner ne fonctionne pas. Le cortex préfrontal est en veille. Tu ne peux pas utiliser un outil qui n'est pas disponible. Ce qui fonctionne, c'est le corps. Parce que le système nerveux autonome a une entrée directe par la respiration. Des études sur des militaires en formation de stress intense ont vu que la respiration lente et profonde était l'outil le plus efficace pour réduire la tension artérielle et leur stress. La respiration diaphragmatique aussi augmente l'activité du système nerveux parasympathique et diminue le sympathique. Donc concrètement, avant une réunion difficile, avant un feedback dur, avant une décision sous pression, 3 respirations. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes. C'est de la neurologie appliquée. Diriger depuis un espace, pas depuis la réaction. Viktor Frankl l'a vécu dans les conditions les plus extrêmes qui soient. Il a découvert dans un camp de concentration que le dernier espace de liberté que personne ne peut prendre, c'est celui entre le stimulus et la réponse. Dans le leadership, cet espace se crée par la régulation, par la décision répétée de ne plus agir depuis le premier signal, mais depuis le deuxième, celui qui vient d'un endroit plus stable. Jon Kabat-Zinn avait raison, tu ne peux pas arrêter les vagues, ni les crises, ni les conflits. Les décisions impossibles arriveront toujours, mais un système nerveux entraîné arrête de te noyer à chaque vague. Et quand tu surfes au lieu de te noyer,
ton équipe voit quelque chose, elle voit que c'est possible, que la stabilité n'est pas de la faiblesse et elle commence à l'habiter aussi. C'est ça le leadership nerveux. Ce n'est pas gérer les autres, c'est d'abord te gérer toi-même pour que les autres puissent apprendre à faire pareil. Récapitulons ce qu'on a traversé ensemble. Ton cerveau a 3 niveaux. Sous stress, le cortex préfrontal, ta capacité de leadership est mis en veille. Ça arrive exactement dans les moments où tu as le plus besoin de clarté. Un leader en mode survie crée une équipe en mode survie, par contagion. Rester en mode survie a des bénéfices secondaires. Ton cerveau s'y est habitué et peut-être que tu as appris très tôt que relâcher n'était pas sûr. Il y a 2 leaders en toi, celui qui réagit et celui qui répond. La différence, c'est l'espace dont parlait Frankl. 3 principes: reconnaître avant de répondre, réguler par le corps et diriger depuis l'espace. La promesse initiale, le leadership n'est pas d'abord une question de stratégie, c'est une question de système nerveux entraîné. Et c'est possible, tu peux le faire. Quel est le moment dans ton leadership où tu as le plus de mal à rester au volant? Quelle situation déclenche systématiquement ton deuxième conducteur? Dis-le dans les commentaires parce que nommer, c'est déjà commencer à réguler. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté.